tous. Merci de votre présence. Il y a un an, presque jour pour jour, on s'est réunis pour célébrer l'ouvrage de référence S'accompagner soi-même en pleine conscience. Aujourd'hui, on s'unit encore pour célébrer le lancement du deuxième ouvrage de Myriam, Affranchie. À nouveau, elle nous offre ce qui jaillit spontanément de son cœur. Comme elle est inspirée, ce ne sera probablement pas la dernière fois qu'on se réunira. C'est important pour elle de sentir que son travail peut faire une différence. Et surtout, que ça puisse résonner dans le cœur de ses lecteurs. C'est pourquoi on est ici aujourd'hui pour lui dire que son apport est important et que sa contribution est une inspiration. Parce que oui, Myriam a marché et marche toujours la route qu'elle partage. Comme plusieurs, elle a parcouru un chemin parsemé d'embûches. Gardant sa flamme, celle qu'on lui reconnaît et qu'elle brandit comme un porteur de flambeau. Et son feu, c'est sa capacité de vulgariser et de mettre des mots sur nos processus intérieurs, nous permettant de conscientiser notre expérience dans le but de mieux nous sentir et finalement de se croire. Développant ce qu'elle appelle sa verticalité, son autorité intérieure. Donc, à nouveau, elle nous propose une vision qui passe ici par une tranche de vie, dans laquelle on peut tous se reconnaître. Une histoire qui se veut une inspiration, et surtout un « on se donne la main ». Sans plus tarder, je vous demande d'accueillir chaleureusement Myriam Kaiser. Allô! Merci d'être là. Ça me touche beaucoup. On n'est peut-être pas nombreux, mais ça me touche vraiment beaucoup que vous soyez là. C'est des moments importants. Tu m'entends pas? Tu veux que je me mette sur le micro? Bon. C'est bon. Donc, merci d'être là encore une fois. Oui, ça revient vite, comme disait la petite bébé, Bianca. Ça revient vite. Et c'est aussi la raison pour laquelle ça me touche autant que les gens se redéplacent encore, parce que ça va revenir encore. Donc, merci d'être là. Tous ceux qui me connaissent savent que je m'intéresse à la reprise de son plein pouvoir, loin de nos zones d'enfermement. C'est la chose qui est toujours la base de ce que j'ai à apporter. Puis pourquoi? Bien, c'est parce qu'on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre, évidemment. On partage aussi les routes qu'on marche. Ceux qu'on connaît le mieux, c'est ceux sur lesquels on s'est buté, ceux qui ont été nos grands défis de vie. Donc oui, c'est une route que je marche jour après jour, il n'y a jamais rien d'acquis. Donc c'est un peu ça que je veux vous partager aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes zones d'enfermement, de nos zones d'enfermement, ceux qu'on appelle communément nos zones de confort, mais qu'on devrait appeler nos zones d'inconfort. Pourquoi? Parce que ces zones-là sont en général définies, c'est eux qui définissent notre connu, mais sont définis par nos peurs. On a envie de quelque chose, mais il y a toujours quelque chose qui nous empêche de. C'est les limites qui nous gardent bien confortables dans une espèce de connu, mais souvent, c'est eux aussi qui nous gardent comme prisonniers de quelque chose qu'on aimerait ça dépasser. On voudrait faire des choses, mais on se sent pas capable de dépasser. C'est des armures, c'est des mécanismes, c'est souvent le marasme qui nous tient enfermés. Ça nous contrôle. Aujourd'hui, c'est possible que je puisse passer pour la fille solide qui avance hardiment sur une route, OK, sans trop se préoccuper des vicissitudes que la vie me présente. Mais moi, je peux vous dire que j'ai été pendant les 32 premières années de ma vie dans un total assujettissement. Puis, il y a eu 21 ans que ça a été un assujettissement forcé. Mais les autres années de ma vie, c'était pas ça. C'était ce qui, comme la plupart des gens, me maintenait dans des zones. Et je peux vous dire aujourd'hui
que la libération n'a absolument rien à voir avec la fuite d'un lieu de captivité concret et physique. La liberté, elle s'anime en soi et elle prend tout son sens le jour où la flamme de vie qui est en nous devient suffisamment puissante pour démanteler toutes les limites, les conditionnements qui sont dans notre esprit. La liberté vraie, c'est quand on réussit à dépasser toutes ces limites et ces conditionnements-là. Et moi, je peux vous dire que j'ai accepté longtemps de vivre soit dans des relations, des emplois, où est-ce qu'il y avait de l'enfermement. Mais je suis seule, ça c'est évident. On vit de la manipulation, on vit de l'abus psychologique, on vit de l'abus verbal quand ce n'est pas de l'abus sexuel. Il y a des attitudes subtiles, OK, mais qui sont inconfortables. Beaucoup de choses qui se passent dans le non-dit. Et c'est souvent le propre des passifs agressifs, ces attitudes-là. C'est des gens qui agissent sur le non-dit. C'est dans le senti que ça se passe. C'est souvent pas des abus qui vont laisser des bleus sur notre corps. Mais c'est quelque chose qui est souvent très subtil, qui va échimoser nos âmes. Vous savez, le genre d'agression rusée, insaisissable, des choses qui vous font sentir comme de la merde, que vous n'êtes pas capable de nommer. C'est difficile de pointer précisément ce genre d'agression-là. Est-ce que vous connaissez ça? C'est ça. Donc, il n'y a jamais rien de démontrable, de tangible, et c'est ça qui est difficile pour beaucoup de gens, de mettre des mots sur ça. C'est des regards méprisants, des tonalités âpres, indifférentes, qui nous laissent dans le néant, qui se substituent souvent aux réponses claires. Et c'est à devenir fou quand ça nous renvoie tout le temps avec mépris les questions qu'on se pose face à soi-même. On est inconfortable, puis c'est sûr que c'est toujours toi la folle là, qui te fait toujours des cinémas intérieurs, évidemment. Tu as des perceptions erronées, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais pourquoi est-ce qu'on reste là? C'est la question que je veux poser aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on reste dans ces travails réducteurs? Tu peux venir, Jean-Serge? Viens-t'en, viens-t'en. Il y en a qui sont gênés. Pourquoi est-ce qu'on reste dans ces relations, ces travails réducteurs? En tout cas, ça ne nous élève pas le moins du monde, ce genre de contexte-là. Mes amis, combien d'entre nous acceptons ces relations absentes de connexion, absentes de joie ou d'amour? Pourquoi est-ce qu'on accepte ça? C'est la question que je veux vous poser aujourd'hui. On accepte ça par peur. Oui, le changement, ça fait peur. Et qu'est-ce que c'est que ça fait la peur dans nos vies? C'est ça que ça fait la peur dans nos vies. Ça nous contracte. On est loin de l'expansion de la joie. On est contracté. Quand on a peur, regardez ce que ça fait. On est coupé de quoi? De notre inspiration. L'inspire, le respire, ça va ensemble, l'inspiration. L'autre chose dont on est coupé, c'est de notre senti. Parce que je veux vous garantir de quoi que quand il y a un ours qui vous court après dans le bois, vous en êtes pas rendu compte de la jambe qui s'est ouverte sur le barbelé. Vous n'avez plus de senti quand vous avez peur. On est coupé de notre senti, on est coupé de notre inspiration, on est complètement figé. Finalement, la peur, ça nous diminue. Ça nous amène pas en expansion. Puis la fréquence de la peur, c'est une fréquence qui est tellement courte, parce qu'elle n'est pas expansive, qu'elle va s'auto-générer, puis elle va confirmer toutes les appréhensions que vous aviez. Moi, ma tête savait tout ça. Mais mon cœur, lui, il était parti sur une de ces galères d'ado, complètement irrationnelles, de grosses dépendances affectives. Vous savez, on sait tout ça. Notre corps le sait. Notre corps sait ça. Vous l'avez tous vécu. Tous les symptômes qu'on développe, hein? Mal au ventre, on a des sinusites, des bronchites, des infections vaginales, des démangeaisons. Quand ce n'est pas des hémorroïdes tellement qu'on a plein le cul, on va se le dire. Hein? Mais on ne laisse pas notre raisonnement se rallier à notre corps qui, lui, ne ment jamais.
Je vais le répéter. Notre corps ne ment jamais. Puis, on reproduit tout ce que c'est qu'on voudrait effacer de notre enfance. On crée de toutes pièces des représentations. Hein? Ça se représente encore et encore, c'est bien connu. Hein? On fait taire nos espaces intérieurs. Toute la voix qui chuchote dans nos profondeurs. Elle ne hurle pas, cette voix-là. Elle n'est pas manipulable, elle n'est pas programmable, cette voix-là. C'est ça qui est merveilleux. Elle ne hurle pas, il faut prêter attention. Il faut être à l'écoute si on veut l'entendre. On se raisonne, mes amis, on se raisonne. Moi, je connaissais bien ça, ce mot-là, être raisonnable. Mais on est loin de l'intuition quand on se raisonne. Qu'est-ce que ça veut dire, se raisonner? Ça veut dire faire passer qu'est-ce qui passe pas. C'est ça que ça veut dire. C'est continuer même si on sait qu'on fait fausse route. C'est enfermer la guidance de notre sentier dans le placard. C'est remettre à plus tard la résolution d'une situation qui nous éloigne de plus en plus de ça. C'est ça, se raisonner. C'est laisser grossir un monstre qu'on va devoir se défaire tôt ou tard. Quand notre corps, surtout, va se dissocier de notre esprit. Parce que vous connaissez ça, hein? Des moments où votre corps se dissocie de votre esprit, on appelle ça de la dépression, le système qui dépressurise, ou de la maladie. Moi, je me raisonnais pour ne pas sortir de mes zones d'inconfort, pour ne pas faire des vagues. Je me taisais. Ben, dans ce temps-là, je me taisais. Je respirais un grand coup. Puis vous savez, il y a les gens en croissance. Hein? Les gens en croissance, eux autres, ils ont quelque chose de bien spécifique. Eux autres, ils vont excuser leur manque d'audace en disant, bien, je suis en apprentissage, j'apprends des choses. Je suis sur le chemin de la croissance. Mais je vais vous dire de quoi ils vont finir par apprendre de quoi, ces gens-là. Ils vont finir par apprendre qu'ils ont pris un chemin inutilement long et que souvent, c'est pour excuser le manque de courage qu'on dit ça. Hein? C'est difficile, puis j'apprends, puis c'est comme ça. Hein? Ce qu'on va apprendre, c'est qu'on n'a pas le courage de s'écouter. C'est ça la vérité. En fait, tout ce qui n'est pas fluide, qui ne suit pas le mouvement de la vie, c'est pas spirituel. La facilité, c'est le chemin de la joie. C'est fluide, ça. Puis la joie, là, je peux vous dire que ça, c'est l'émotion la plus hautement spirituelle. C'est une émotion d'ouverture, d'amplitude. C'est elle qui nous expand. Vous savez, la religion, la spiritualité, c'est trop souvent des tapis volants, des espèces de sacs fourre-tout dans quoi on peut tout mettre. Mais des tapis volants, puis quand on est bien installé là, hein, on est bien juché, bien on peut regarder ceux qui prennent des tapis décadents, qui prennent de la drogue, qui saoulent les autres. Mais les deux sont dans la fuite. On est dans la fuite de ce qui est. Et c'est quoi qui est? C'est notre être comme il se présente, simplement. On vit dans l'absurdité. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là, absurde? Ça veut dire sous-entendu. C'est quoi en soi qui n'est pas entendu? Notre essence, notre être profond. On estampille notre âme à force de se contracter. On s'éloigne toujours davantage un petit peu de soi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, mes amis? Pourquoi est-ce qu'on reste dans des espaces enfermants? Avez-vous une idée pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'on a une hypothèque. Parce qu'on fait un beau couple. Parce qu'on est des bons colocs. Parce qu'on a notre dose de sexe. Parce que j'aime bien son frère ou sa sœur. Parce qu'il y a de l'argent. Parce qu'il me gâte. Parce que quoi? On respire de moins en moins profond. On s'intoxique de plus en plus de dépendance, d'attachement. On est très bien ficelé, on est très bien attaché, amarré, boulonné. Là, on devient des véritables otages, prisonniers de nos zones d'inconfort. C'est ça qu'on fait. Moi, quand j'étais seule avec moi-même, je me demandais, c'est quoi mon problème? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que je ne savais pas m'écouter. Je savais encore moins m'entendre. Puis encore moins me croire. C'est ça mon problème.
C'est ça le seul problème qui soit, puis c'est ça notre problème quand on est dans des situations comme ça. Où est-ce qu'était la bienveillance, qui veut dire veiller avec bonté? Où est-ce qu'était la bienveillance dans ma vie, dans nos vies? Je parle de celle qu'on se doit à soi-même, celle qu'on est en droit d'exiger. Parce que c'est ça la base de l'amour. On est en amour, on est en relation parce que supposément il y a de l'amour. Et où la bienveillance? On ne sait pas trop ce qui nous relie, mais pourtant on se dit en relation. Quand on est en relation, on est supposé d'être relié à quelque chose. On est réellement en relation quand il y a un cœur à chaque bout de ce qui nous tient ensemble. Sinon, on est dans de l'attachement. Puis quand on est dans de l'attachement, ben, c'est qu'il y a quelque chose à l'autre bout. Il y a un intérêt à l'autre bout. Mais il n'y a peut-être pas un amour à l'autre bout. Il y a une différence entre être attaché et être relié. Moi, mes amis, je mettais beaucoup d'eau dans mon vin dans ma vie. Y en a-tu qui font ça, mettre de l'eau dans leur vin? Vous allez au restaurant, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous autres? Wesh! Pas bon. Fais pas ça, mettre de l'eau dans son vin. Comment? À côté. On ne met pas de l'eau dans notre vin. On met à côté, oui, c'est ça. Mais probablement, je suis seule qui faisait ça, hein, mettre de l'eau dans mon vin. Et quand on met de l'eau dans son vin, qu'est-ce qui arrive? Bien, on se dilue. Je fais des jeux de mots, mais c'est ça pareil. On se demande pourquoi l'intimité véritable, comme la joie, l'émerveillement, vous savez, toutes ces grandes émotions qui, on n'a rien qu'à regarder notre corps, hein, nous créent de l'ouverture. Comment ça se fait que ces émotions-là, ils ont déserté notre cœur qui est devenu bien désabusé? Moi, j'ai connu ça, mais je suis la seule, c'est évident. Qu'est-ce qui m'a permis de sortir de ça, mes amis? Ça a été le désir d'une vie vraie, de toucher quelque chose d'authentique, de toucher ce vrai-là dans ma vie, de toucher le beau, la facilité, de toucher la fluidité et de croire que ça, c'est possible. Quand on reste dans nos zones d'inconfort, parce qu'on pense que ça, c'est pas possible, mais de croire que c'est possible, mais c'est possible seulement quand on se tient vertical. Parce qu'à l'horizontale, là, c'est un petit peu plus difficile d'avoir de l'altitude. C'est un petit peu plus difficile de voir les possibles. Quand on est vertical, on a l'élan, on a la vision. Puis moi, ben, j'avais une passion. Je la dévoile dans le livre, là. Pour les curieux, ben, vous allez voir ça. Mais nos passions, c'est les espaces en nous qui sont vivants. On en a tous, hein? C'est propre à chacun, mais on a tous des passions. Puis c'est vivant, c'est à l'œuvre en soi, puis parce que tout ce qui est vivant cherche son expansion. Il cherche la lumière. Et quand on focalise dessus, ça prend de plus en plus de place. C'est sûr si on ne l'étouffe pas. Parfois, tout ça, ça s'impose par la colère. Ben oui, la colère, c'est une émotion qui est beaucoup plus vivante que la peur. Parce que la colère, c'est une émotion qui va dire « Ah! On se met debout, on met nos limites, je commence là, je finis là, tasse-toi. J'existe, mais il faut qu'il y ait un jeu pour ça. » Puis c'est pas parce que je veux faire l'apologie de la colère, mais la colère est affirmative. Elle s'affirme. Ça ne veut pas dire s'affermer, là. Ça veut dire s'affirmer. Okay? Et des fois, elle sert à nous éveiller d'un long coma. Celui de la déception, de la désillusion qui nous coupe de nos élans. Si vous vivez dans la déception, c'est parce que vous avez des attentes. Mais vous attendez quoi? Vous attendez après qui? C'est ça qu'il faut poser la question. Moi, quand je me suis vue accroupie sous la moquette, les joues maculées de mascara, je me suis trouvée bien pathétique. Mais c'est à ce moment-là que j'ai senti en dedans de moi un volcan entrer en éruption. C'est un volcan de colère. Puis c'est sûr que, est-ce que cette colère-là appartenait toute à la situation ou au conjoint de l'époque? Pas du tout. C'est pas ça. Mais dans ce volcan-là, il y avait tout le dynamisme, tout ce qu'il fallait pour me faire bouger. La passivité que j'avais accumulée devant la violence de mon enfance, devant tout ce qui s'était déroulé sur la trame de ma vie, était en train de s'engouffrer à ce moment précis-là.
dans une nature que j'avais trop longtemps contenue. Et il y avait une grosse rage sourde qui a pris mon être d'assaut. Et ça, là, c'est de ça que je veux vous parler. C'est un moment à saisir quand on sent ça. C'est pas confortable, mais on a tous vécu des moments dans notre vie où on dit « plus jamais ». Mais en même temps, quand ça arrive là, ça arrive aussi avec un sentiment de vide vertigineux. Et ça, là, c'est de la peur. On a peur. C'est comme si dans le moment à saisir, il y a quelque chose qui nous dit c'est maintenant que tu sautes dans le vide, puis en même temps, il y a quelque chose qui rentre en ligne de compte en disant « ouais, mais est-ce que j'ai mon connu? Qu'est-ce qui va arriver? » C'est souvent là où est-ce qu'on n'a pas le courage d'agir sous les impulsions qui sont là. Pourquoi? Parce que c'est lourd de conséquences. Puis l'autre chose qui est importante de comprendre, c'est que ces espèces de sentis, là, où est-ce qu'on arrive à un paroxysme, c'est très éphémère. C'est puissant, mais c'est éphémère. C'est un petit peu comme, il y a un petit rayon de soleil dans un ciel de plomb. Mais c'est très lucide, ces instants-là. Puis souvent, si on les laisse passer, quand est-ce que ça va revenir? On ne sait pas. On a tous connu ça, hein? Il faut avoir le courage de faire fi du vertige qui torsade nos viscères et de regarder les yeux grands ouverts vers l'avenir qui est devant nous et de sauter dans le vide vertigineux qui se crée devant soi et d'exploiter le mode d'action qui s'impose à ce moment-là. On sent ça. Il y a quelque chose dans ces moments-là. Est-ce que vous avez déjà senti ça, vous autres, des moments où est-ce que vous faites « plus jamais ». Plus jamais je vais accepter de me faire parler de même. Plus jamais je veux ça. Plus jamais je veux être en attente de même. Plus jamais je vais accepter une job de même. Plus jamais. Vous vous êtes entendu dire ça? Ben, moi, je suis seule. Là. Et il y a quelque chose émotionnellement qui est comme « Hi! Hein, c'est là. » Mais la peur est là, au même niveau, en même temps. Qui c'est d'entre vous qui a déjà cédé aux excuses de l'autre, des autres, aux demandes de pardon? Qui c'est qui a déjà accepté d'aller dans ce merveilleux souper de réconciliation? Je ne ferai plus jamais. Qui c'est qui est allé faire l'amour pour dire « OK, on reprend ça ». Puis de se raisonner pour renouer encore et encore avec nos zones d'inconfort jusqu'à la prochaine fois. Mais si on avait le courage de maintenir le cap sur l'énergie qui s'est levée en nous comme un ouragan ou comme un tsunami, si on laissait cet espace-là nous entraîner sans céder à la peur qui nous fige, c'est vrai qu'il y aurait un grand remous. Et qui sait, probablement une profonde transformation. Rapidement, pour moi, c'est devenu une certitude puis un point de non-retour, une évidence qui, elle, est très, très verticale. Éventuellement, ce sentiment d'autonomie, de response ability, l'habileté qu'on a de répondre, capable de répondre de soi pour soi, capable de prendre un virage, celui de la liberté de se donner ce qu'on désire, la liberté d'être entièrement soi. Moi, j'ai pris ce virage-là. Je suis obligée de le reprendre régulièrement, jour après jour, mais j'ai eu un moment charnière où est-ce que j'ai pris ce virage-là dans ma vie. Et ce moment-là m'a fait passer d'un enfant sujetti et terrorisé à une femme qui se tient debout, fière de contribuer à ce monde. Et les transformations qui ont succédé à ce choix-là ont été fulgurantes. Et il y a ces décisions qui sont des volte-face intérieures, ahurissants et impressionnants vers notre autonomie. Et ces moments charnières et décisifs vers ce qu'on va devenir. Je veux finir avec ça. Il y a dans nos vies, mes amis, des instants cruciaux. Il y a des voyants qui s'allument. Ça l'éterne. Hein? Ça l'éterne. C'est ça que je me disais. Il y a des voyants qui s'allument, nous indiquant que le seuil critique est atteint. Ou est-ce que l'énergie négative qu'on porte ou dans laquelle on vit a atteint un sommet, où on s'entend dire « plus jamais ». Ces décisions-là se présentent à nous et ils pèsent de tout leur poids sur nos épaules,
comme dans le mot imputabilité, maître de sa vie, maître de son destin, de son bonheur. Puis l'avenir est là, hein? Puis elle demande ce saut vertigineux dans le vide. Vers quoi? Vers l'inconnu, mais vraisemblablement plus lumineux. Combien de fois est-ce que ça se présente dans nos vies et qu'on reste dans des questionnements sans fin, dans des ambivalences, et on remet tout le temps à plus tard ces sauts dans le vide-là. La brèche se referme, puis ça laisse l'être face à un mur. On est dans des perpétuels recommencements, puis les lumières s'éteignent en soi. Puis ça nous laisse dans des lamentations de victimes, des sempiternels retours à une vie blasée, insatisfaite, avec bien peu d'amour quand il y en a. Donc, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on va avoir laissé de soi? C'est un prix démesurément cher payé. Pourquoi? Pour des instants de peur. Pour la peur, mes amis, la peur qui nous tient enfermés. Sauter dans le vide, moi j'appelle ça du courage. C'est une rage de vie qui va nous demander de laisser derrière soi le médiocre, le pire, pour le meilleur. Et ce que la plupart des gens ignorent, c'est que dans les fenêtres d'opportunités qui se présentent devant soi, se trouvent toutes les forces qui vont contribuer à transformer le cours de votre existence. Vous savez, quand on met une graine en terre, elle porte en elle tout ce qu'il faut pour son déploiement. Tout est réuni dans ces instants-là pour le succès et la transformation, la métamorphose. Pour ma part, l'audace qui m'a fait me lever debout a été l'élément déclencheur d'un enchaînement vertigineux, de transformation incroyable, et ça se poursuit à ce jour.